Bonjour à tous. Cette vidéo est un cours diffusé par Alex Hormozy dans lequel il donne cette concept pour passer d'une entreprise moyenne à une grande entreprise en multipliant ses chiffres d'affaires. Je vous prie de suivre attentivement pour comprendre les stratégies qu'il donne. C'est parti. Ce sont ces concepts d'investissement qui vous feront gagner de l'argent. En commençant par le numéro 1, le bénéfice brut à vie par rapport au coût d'acquisition d'un client, ce qui signifie essentiellement combien d'argent vous gagnez en profitant de chaque personne qui entre dans une entreprise par rapport à ce qu'il en coûte pour les amener à acheter au départ. C'est l'unité économique fondamentale de l'entreprise. Vous achetez de l'attention, vous achetez des globes oculaires pour attirer des clients, puis vous vendez ces globes oculaires quelque chose dont vous allez tirer profit. Tous les bénéfices générés par l'entreprise proviennent de cela. Un rapport. Et donc, si quelqu'un a, par exemple, un ratio de 1 pour 1 entre LTGP et CAC, il dépense $1 et gagne $1 en retour, et c'est tout. Vous savez, disons 20 contre 1. Cela signifie que pour chaque dollar investi, ils en récupèrent 20 sous forme de bénéfices. Cela devient une entreprise que vous pouvez développer à l'infini et devient une entreprise incroyablement attractive. Être très clair sur ce qu'est votre ratio LGP-CAC est essentiel à la croissance de quoi que ce soit. Définissons donc ces termes. La marge brute à vie comporte plusieurs éléments. Il y a la vie. Et puis il y a la composante bénéfice brut. Donc la vie, c'est comme, d'accord, eh bien, combien de fois quelqu'un va-t-il me payer? Au sein d'une entreprise de produits, combien de fois une personne achète-t-elle en moyenne au cours de sa vie? Les magasins Shopify, des choses comme ça, vous donneront en fait simplement cette mesure, ce qui équivaut à ce que le client moyen achète 4,3 fois. Si vous avez une entreprise de service ou une entreprise basée sur l'adhésion, il s'agit peut-être de la durée de vie moyenne. Alors combien de mois vont-ils rester avec toi? Maintenant, si vous ne le savez pas, parce que vous êtes peut-être une petite entreprise qui ne dispose pas d'un CRM qui rend compte de ce genre de choses, je vais vous donner le chemin de la serviette. Pour réellement calculer cela. Combien de clients avais-je au début du mois? Maintenant, parmi ces personnes que j'avais au début, 30 jours plus tard, quel est le nombre de ces personnes que j'avais à la fin? Pas le nombre de clients au total, car vous pourriez vendre des personnes entre les deux, mais je veux savoir, parmi les personnes au début du mois, combien d'entre elles sont encore là 30 jours plus tard? Donc, si j'avais 100 personnes ici au début et 90 personnes à la fin, j'aurais alors un taux de désabonnement de 10%. Et vous vous dites, d'accord, attendez, c'est le numéro? Non. Ce que nous faisons ensuite, c'est en prendre un et nous le divisons par ce nombre, ce qui signifie alors que notre durée de vie moyenne dans cet exemple serait de 10 mois, ou 10 intervalles, quel que soit l'intervalle sur lequel vous mesurez. Parce que si je faisais cela trimestriellement, ce serait la même chose, ou annuellement, ce serait la même chose. Nombre de personnes au début, 100, nombre de personnes à la fin, 90, j'en ai perdu 10, ce qui signifie que j'ai un taux de désabonnement de 10%, 1 divisé par 10% est égal à 10. Donc, le nombre moyen de mois pendant lesquels quelqu'un reste est de 10 mois. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des choses que vous pouvez faire. Addition, soustraction, multiplication ou division. Il n'y a rien d'autre. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour apprendre à investir ou à créer une entreprise. Alors maintenant que nous venons de couvrir la durée de vie, nous devons maintenant déterminer la marge brute, c'est-à-dire combien d'argent supplémentaire il nous reste de chaque client après avoir effectué une transaction. L'exemple le plus simple que je puisse vous donner est le suivant, si cela me coûte $1 et que je le vends $2, j'ai alors $1 de bénéfice brut. Maintenant, je dois encore prendre ce dollar et payer d'autres coûts. Je dois payer un loyer, je dois payer d'autres frais qui vont de pair, et ma marge est maintenant réduite de ces 50% qui restaient jusqu'à ce que devienne ma marge nette en fin de compte. Avec des widgets ou des produits physiques, c'est aussi simple que cela. C'est juste le prix moins le coût des marchandises vendues. Le coût des marchandises vendues correspondra donc à tous les coûts que vous devrez engager, spécifiquement liés à la livraison du produit. Tout ce que vous essayez de comprendre, c'est que le transaction de base, combien d'argent il vous reste. Désormais, avec les produits physiques, c'est généralement beaucoup plus simple qu'avec les entreprises basées sur les services. Mais je vais vous donner un exemple basé sur un service afin que vous puissiez toujours le comprendre, car vous en avez besoin. Si je vends des clients pour $1000 par mois et que j'ai un employé qui me coûte $4000 par mois et que chaque employé peut gérer 10 clients, cela signifie que chaque employé gère $10 000 par mois pour 10 clients. Alors maintenant, tout ce que nous avons à faire est de dire marge brute.
Nous allons prendre les 10 000 $, nous allons en soustraire 4 000 $, et cela nous donne 6 000 $ de bénéfices bruts par mois, que vous entendrez parfois exprimés en pourcentage, ce qui correspondrait à 60% de marge brute. Ces deux éléments sont la même chose. L'un est un nombre absolu, l'autre un pourcentage. Vous voyez combien mon coût est de 4 000 $, c'est ce que je gagne. Soustrayez les deux, cela vous donne la marge et cela vous donne le pourcentage. Maintenant, souviens-toi. Nous avons déterminé quelle était notre vie et combien nous gagnons par client ou combien de mois il reste-t-il dans ce cas. Maintenant, nous combinons ces deux mesures pour obtenir le bénéfice brut unique à vie. Plus tôt, nous avons fait l'exemple d'un taux de désabonnement de 10%. Et donc disons que ces clients restent en moyenne 10 mois, car cela représente 10 clients. Nous pouvons diviser ce montant par 10, ce qui nous rapporte 600 $ par mois et par client. Je viens donc de diviser les 6 000 $ par les 10 clients pour obtenir mon « combien est-ce que je gagne par client et par mois ?» Cela représente donc 600 $ par mois et par client. Et le bénéfice brut. Maintenant, nous avons dit plutôt qu'il resterait 10 mois, ce qui signifie que mon bénéfice brut à vie par client est de 6 000 $ de LTGP. Alors maintenant, je sais que les clients valent 6 000 $. C'est donc important car c'est désormais tout l'argent que je dois dépenser pour les acquérir et gérer le reste de l'entreprise. C'est probablement l'une des plus grosses erreurs commises par les propriétaires d'entreprise, car ils examinent leur chiffre d'affaires par client sur toute la durée de vie. Et dire, ouch, tant que ça me coûte moins que ça en publicité, je gagne de l'argent. Mais je vais vous donner un exemple extrême pour vous montrer pourquoi cela ne fonctionne pas. Disons que je les vends 10 $, ce stylo 10 $, mais cela me coûte 9 $ et la personne moyenne achète 10 stylos. Cela représente donc 100 $ de revenus, mais cela me coûte 90 $ pour vendre les 100 $. Mais si mon équipe vient me voir et me dit, mec, nous le tuons. Nous dépensons 50 $ pour obtenir une vente de 100 $. Nous devrions faire ça toute la journée. Mais que se passe-t-il réellement? En fait, je dépense 50 $ pour réaliser 10 $ de bénéfices bruts. La durée de vie, ce n'est pas une bonne équation. Vous ne voulez donc pas que les revenus vous embrouillent. Et c'est l'un des plus grands malentendus que je vois faire aux propriétaires d'entreprises. C'est pourquoi parfois, parce qu'ils ne le savent pas, ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas se développer. La raison pour laquelle la valeur à vie et le bénéfice brut à vie sont confondus ou confondus est que bon nombre des entreprises les plus formelles qui existent proviennent de la Silicon Valley, qui est presque exclusivement spécialisée dans la technologie et les logiciels. Et les bénéfices bruts sur les logiciels sont presque toujours proches de 100%. Les deux se confondent. Mais pour les propriétaires d'entreprises ordinaires qui ont des gens, nous avons la fabrication, nous avons des stocks, nous devons payer pour que les choses se produisent, ce n'est pas 100%. Nous ne le faisons donc pas grâce aux revenus. Nous devons calculer notre bénéfice brut, car c'est avec cela que nous gérons notre entreprise. Jusqu'à présent, nous avons obtenu notre bénéfice brut à vie de 6 000 $. Cool, nous avons donc une partie de cette équation. Cette vidéo est incroyablement approfondie et tactique car je décompose chaque concept en unités de base absolue. Donc, ma recommandation pour en tirer le meilleur parti est d'observer tous les concepts, de les comprendre afin de voir comment ils fonctionnent tous ensemble pour finalement vous aider à mieux investir, puis de revenir en arrière, puis d'appliquer chacun des concepts individuellement. Que vous pouvez les appliquer. Alors maintenant, nous allons parler de combien il en coûte pour acquérir un client. C'est encore une fois que les gens gâchent. Beaucoup de gens examinent simplement combien il leur en coûte pour faire de la publicité pour déterminer combien il leur en coûte pour attirer un client. C'est en partie vrai, mais pas complètement pour deux raisons. Le budget publicitaire si vous diffusez des publicités payantes, par exemple, n'est que l'un des nombreux coûts nécessaires à l'acquisition d'un client. L'autre problème est que vous n'incluez pas la main-d'œuvre. Disons que nous avons 5 employés qui coûtent au total 50 000 $ par mois. C'est le travail. Et puis disons que nous dépensons 50 000 $ par mois en logiciels et publicités comme les publicités Facebook ou Instagram. Cela signifie que notre coût total en tant qu'entreprise est de 100 000 $ par mois pour tous les clients que nous avons acquis ce mois-là. Et d'ONC tout ce que nous faisons, c'est regarder en arrière et dire, d'accord, combien en avons-nous acquis au cours des 30 derniers jours? Disons que ces 100 000 $ nous ont acheté 83 clients. Notre coût pour acquérir un client serait donc 100 000 divisé par 83. L'enquête indique 1204 $. Ceci divisé par cela équivaut donc à un coût de 1204 $ pour acquérir un client. Regardons nos calculs.
Si nous avons coûté 1204 $ pour acquérir un client et que ce client nous rapporte 6000 $ de bénéfices bruts à vie, nous le tuons. Cela signifie donc que nous avons un ratio LTGP-CAC de 5 pour 1. Et si vous êtes du genre, est-ce bien ou est-ce mauvais? 5 contre 1, c'est génial. Vous voulez vous assurer que vous êtes toujours au moins supérieur à 3 contre 1. Cela signifie que votre bénéfice brut à vie par rapport à ce qu'il vous en coûte pour gagner cet argent est au moins 3 fois plus élevé. Sinon, vous serez trop contraint pour évoluer. Si c'est mauvais, je n'ai pas besoin de regarder autre chose. Je peux simplement abandonner automatiquement l'entreprise. Et si cela est exceptionnel, je serai peut-être prêt à ignorer ou à pardonner certaines autres mesures à venir, qui ne sont pas aussi forts. Mais si vous ne connaissez pas ces chiffres dans une entreprise que vous achetez ou investissez ou dans une entreprise que vous possédez, renseignez-vous. Alors je t'ai dit plutôt que j'allais t'en donner 7. Eh bien, il s'avère qu'il y en avait 3 parce que le ratio est 1, le bénéfice brut en est un autre. Nous en avons donc couvert 3. Nous sommes déjà presque à mi-chemin. Donc le 4e point est le retour sur capital investi, d'accord? Ce que nous examinons, c'est combien d'argent cela nous coûte-t-il pour développer l'entreprise. Il y a des entreprises, comme un cabinet comptable, par exemple, que pour développer son activité, il suffit d'embaucher davantage de comptables. Il n'y a vraiment pas beaucoup de ce qu'on appelle des dépenses en capital, c'est pourquoi j'ai tendance à aimer les entreprises de services. Maintenant, d'un autre côté, si j'étais dans la fabrication, je devrais prendre en compte toutes les machines, un nouvel emplacement, une autre construction qui permettrait d'augmenter notre capacité à fabriquer plus de choses. Quelle que soit votre activité, et je fais beaucoup de choses en briques et mortier, je veux d'abord savoir, quel est le ratio LTGP-CAC au niveau du client. Mais alors, combien cela me coûte-t-il de créer un emplacement et de le mettre à l'échelle? Par exemple, disons que je dois investir 100 000 $ pour ouvrir chaque nouvel emplacement. Maintenant, en dessous de ces 100 000 $, il y aura le budget marketing pour lancer le site, le coût de construction, l'embauche du personnel, les recruteurs si nous en avons besoin, les publicités pour Craigslist pour attirer de nouvelles personnes, tout est inclus car une fois que vous faites cela assez souvent, vous avez une assez bonne idée de ce qu'est ce chiffre et vous dites, cool, cela nous coûte 100 000 $ pour ouvrir chaque nouvel emplacement. Et au 6e mois. Nous sommes là à 12 mois, nous sommes là, et à X mois, nous sommes à pleine capacité. La première question est, à quelle vitesse puis-je récupérer mon argent? Quelle est la période de récupération? Alors, quel est mon retour sur un an? Et puis qu'est-ce que je gagne une fois que c'est à pleine capacité? Parce que je veux savoir combien de liquidité cette chose génère. Et donc dans cet exemple, j'aime voir au moins 3 contre 1, idéalement 5 contre 1. Cela signifie que si j'investis 100 000 $, une fois que nous avons atteint notre capacité, nous réalisons un bénéfice de 500 000 $ par an. J'investis $1, je reçois 5 $. C'est donc le même concept que ce que nous faisons ici, mais uniquement à grande échelle. Je n'achète donc pas un seul client, j'achète une machine d'impression personnalisée. Combien cela me coûte-t-il de construire une autre machine qui génère des bénéfices chaque année? Et donc du point de vue des rendements, si je peux rembourser mon investissement, par exemple, dans 6 mois, après cela, tout va bien. Ce dont les gens ne veulent pas parler, c'est que tout cela coûte de l'espace libre. C'est-à-dire que vous avez un coût d'opportunité associé à tout investissement. Autrement dit, qu'auriez-vous pu faire avec le même niveau d'effort et d'argent dans le même laps de temps? Mais si au 6e mois j'atteins le seuil de rentabilité et qu'au mois 12 j'en suis, disons, à un rythme de 250 000 par an et que la 2e année j'ai un bénéfice de 500 000 par an, alors tant mieux. Il s'agit désormais d'un nœud qui génère des flux de trésorerie année après année. Et puis je dis, d'accord, eh bien, j'ai 500 000 $. Qu'est-ce que je vais faire? Ouvrez 5 autres emplacements. Si quelque chose coûte très peu et me rapporte beaucoup, tant mieux. Maintenant, vous pourriez vous dire, eh bien, le marché boursier obtient des rendements de 10%. Cela équivaudrait à investir 100 000 $ et à récupérer 10 000 $. En fait, j'aime vraiment voir, au moins, je veux dire, vraiment. 3 contre 1, ce qui signifie un rendement de 3 cents% par an, au minimum, ce qui semble ridicule, mais j'y consacre du temps et des efforts. Ce ne sont donc pas des investissements passifs pour moi. C'est différent si je donne de l'argent à quelqu'un et qu'il fait tout le travail et qu'ensuite je reçois juste des dividendes, alors c'est différent. Mais si je travaille activement, je dois alors rendre compte de tout le temps que j'y consacre. Et donc pour moi, je veux m'assurer d'avoir un profil de retour très solide pour justifier le coût du temps.
Il y a donc deux grandes variables qui entrent en ligne de compte dans une période de récupération plus rapide et plus lente. La première est de savoir combien coûte cette construction. Mais si vous avez une construction massive, il peut parfois être difficile de la rembourser rapidement. La seconde est leur capacité à lancer. Quelqu'un pourrait avoir 5 emplacements. Vraiment une nouvelle stratégie de localisation pour une nouvelle ville. Cela arrive donc souvent dans les chaînes physiques où ils ont 5 sites dans une ville et où ils peuvent se rendre en voiture dans chacun d'eux, mais ils veulent ensuite vraiment se développer. Et passer de 5 à 20 est un jeu totalement différent. Attention, c'est dans cela que nous sommes spécialisés, mais vous devez maintenant vous rendre sur un nouveau marché où personne ne vous connaît et avoir une stratégie de lancement qui, idéalement, et c'est ce que nous aimons faire, remplit les installations. Je veux donc arriver à cette capacité. Aussi vite qu'il est humainement possible. Et parfois, cela signifie, vous avez un budget de 10 000 $ pour l'ouverture, mettons 40 $ dans l'ouverture pour que nous ouvrions pleinement, et nous sommes déjà à un taux d'exécution de 500 000 € au 6e mois. Passons donc au numéro 5, qui est la période de récupération. Tout simplement. En combien de temps êtes-vous remboursé pour avoir obtenu un nouveau client? J'ai parlé de retour sur capital investi au niveau de l'entreprise, mais maintenant je reviens à l'unité, combien de temps me faut-il pour récupérer le coût d'acquisition d'un client? Vous vous souvenez que j'ai dit que le CAC était de 600 $? Pourquoi dépenser 600 $? Dans combien de temps puis-je le récupérer? Et donc, si vous aviez deux scénarios, un scénario dans lequel il vous faut 3 mois pour récupérer vos 600 $, et un autre scénario dans lequel vous investissez 600 $ et recevez 6 000 $ dans les 30 premiers jours, lequel préféreriez-vous? Eh bien, si les deux ont le même bénéfice brut à vie, vous préféreriez obtenir l'argent plus tôt. Combien de temps me faudra-t-il pour être remboursé? Êtes-vous un indicateur de la façon dont les flux de trésorerie de l'entreprise sont positifs? Pour les grands investisseurs sophistiqués, ils ne s'en soucient pas beaucoup parce qu'ils travaillent avec des entreprises massives et de longs cycles de récupération et tout ça. Mais propriétaires de petites entreprises, c'est comme ça qu'on vit. Et c'est ainsi que vous vous développez. Ce que nous essayons de faire lorsque nous examinons une entreprise, c'est, d'accord, quelle est la période de récupération, et existe-t-il des leviers simples que nous pouvons utiliser pour faire avancer ce projet? Je vais vous en donner quelques-unes faciles. Donc premièrement, je pourrais dire, avec cet exemple que nous avons donné, c'était 1 000 $ par mois. Pouvons-nous simplement les amener à payer d'avance le premier et le dernier mois? Ce serait un moyen facile de faire avancer une partie de ces flux de trésorerie et je pourrais atteindre le seuil de rentabilité et faire en sorte que ma période de récupération soit d'1 mois. Une deuxième façon de procéder serait de percevoir une sorte de frais, c'est-à-dire que je dis, j'ai des frais d'intégration, des frais d'inscription, des frais d'initiation, un ensemble de frais. Mais le fait est que vous facturez des frais en plus des revenus récurrents. La troisième façon de procéder est de réaliser une sorte de vente incitative. Ceci est structuré sous forme de frais. L'autre est une vente incitative. Celui-ci est facultatif, celui-ci est obligatoire. Fonctionnellement, c'est la même chose. Nous essayons de générer plus de revenus dès le départ. Une quatrième façon d'y parvenir est de mettre en place un financement. D'accord, vous obtenez donc une banque tierce ou un partenaire financier qui vous dit « J'aimerais percevoir des intérêts sur certains de ces paiements que vous avez avec votre entreprise. Je vous paierai la totalité du montant que cette personne vous doit, mais je vais en prendre une part pour avoir pris le risque. » Et donc, en gros, vous confiez votre risque à quelqu'un d'autre, il prélève des frais pour cela, et vous recevez ensuite de l'argent d'avance. 4 façons simples auxquelles vous pouvez réfléchir pour essayer de réduire votre période de récupération, en d'autres termes, obtenir plus d'argent plus rapidement. Si nous examinons cela du point de vue du calendrier, le coût d'acquisition s'élève donc à 1 200 $. Si nous étalons cela, le premier mois, j'obtiens 6 cents, donc je suis toujours à moins 600, puis j'en ai 600 supplémentaires qui arrivent au deuxième mois, donc maintenant je suis à 0. Il m'a donc fallu 2 mois pour atteindre le seuil de rentabilité. Dans le deuxième scénario, j'ajoute des frais, disons 600 $ supplémentaires, et ce ne sont que des frais de traitement. Faire ça ne me coûte rien, d'accord? Alors maintenant, lors de ma première transaction, je récupère 1200 $. Et je suis déjà au seuil de rentabilité à 0. Et puis ici, je reçois mes 600, mais je suis à plus de 600 maintenant. Cette entreprise est donc plus saine, plus adaptative et plus résiliente en cas de ralentissement économique que celle-ci. Faisons le numéro 6. 6 et 7, c'est vraiment court, et ensuite je vous en donnerai un en bonus, le numéro 8. Il s'agit donc de prédiction. Donc,
Jusqu'à présent, nous avons obtenu un état stable de « OK », c'est ce qu'est l'entreprise. 6, 7 et 8 dépendent de ce qu'il peut faire à l'avenir, d'accord? Donc, le numéro 1 que j'aime est la vitesse des ventes. Fois le bénéfice brut à vie, ce qui signifie combien d'unités vendons-nous par mois, multiplié par ce que ces gens vaudront pour moi au cours de leur vie? Maintenant, vous pouvez également le faire en tant que LTV, car c'est aussi une bonne mesure à au moins comprendre, surtout si parfois les marges peuvent s'améliorer avec l'échelle. Il peut donc être utile de connaître les deux. Disons que je vends 100 clients par mois multiplié par 6 000 $ de bénéfices bruts à vie, et que la valeur à vie s'élève à 10 000 $, n'est-ce pas? C'est le montant des revenus qu'ils vont générer. N'oubliez pas, car nous avions quand même tous les coûts associés. Ce qui est bien avec cela, c'est que nous pouvons voir, en particulier avec celui-ci, où les revenus de l'entreprise seront à grande échelle. Parce que, surtout si vous avez une entreprise à revenus récurrents, il faudra peut-être du temps pour que l'entreprise atteigne son hypothétique maximum. Et donc l'hypothèse ici est que si rien d'autre ne change dans l'entreprise, ils ne vendent pas plus de clients, et les clients ne valent pas plus qu'ils ne le sont déjà, où cette entreprise va-t-elle s'équilibrer? Et donc dans cet exemple, 1 million de dollars par mois. C'est pourquoi c'est si important. Si quelqu'un vient me voir et gagne 500 000 $ par mois et dispose de ces paramètres, alors je sais que l'entreprise va doubler sans rien faire, ce qui est formidable. D'un autre côté, si une entreprise vient me voir et dispose de ces indicateurs, ce qu'elle pourrait encore faire, et qu'elle gagne 2 millions de dollars par mois, alors je sais que ça va rétrécir. Cela signifie qu'ils vendaient plus d'unités plus tôt dans le passé et pensaient que quelque chose s'était passé, que leurs publicités Facebook ont été fermées, qu'ils ont eu une mauvaise réputation sur leur contenu ou, et c'est probablement le cas le plus courant, que leur livraison a commencé à baisser. Et donc leur taux de désabonnement a commencé à augmenter et leur valeur à vie a en fait chuté par client parce qu'ils ne pouvaient pas bien évoluer. Et donc je peux dire que même si vous êtes à 2 millions par mois en ce moment, si les choses continuent comme elles sont, cela va en fait tomber à 1 million par mois. Très bien, et cela vous donne donc une très bonne idée d'un instantané de l'endroit où quelqu'un va se trouver par rapport à l'endroit où il se trouve. Vous vous demandez peut-être comment la valeur à vie d'un client peut changer pour une entreprise. Eh bien, si le taux de désabonnement passe de 5% à 10%, cela signifie que vous réduisez de moitié vos revenus à vie. Difficile. Mais c'est pourquoi il est si important de transformer les chiffres et de fidéliser les clients. Parce que si vous passez de 10% à 5%, vous doublez également le chiffre d'affaires à vie d'un client. Et c'est pourquoi la santé de l'entreprise, en fonction de ses plafonds hypothétiques, peut changer. Et donc, plus la période de temps sur laquelle vous prenez la moyenne est longue, plus elle sera précise, si vous le faisiez quotidiennement, elle serait vraiment volatile. Dans les petites entreprises sont volatiles. Et donc c'est bien d'avoir des instantanés de « d'accord, eh bien, qu'est-ce que c'était après 90 mois, après 6 mois, après 12 mois ?» Pour avoir une bien meilleure idée. Vous pouvez calculer cela pour chacun de ces éléments, puis vous pouvez examiner les trois et dire « d'accord, eh bien, c'est ce que je pense que c'est réellement. » Et tout cela vous aide à poser de meilleures questions en tant qu'investisseur. Je vais donc vous donner le suivant, qui est très similaire à celui-ci, à savoir la vitesse des ventes divisée par le taux de désabonnement. Alors, rappelez-vous que nous avons défini cela plus tôt au début, le nombre de clients, et disons que c'est 10% par mois. C'est le nombre de clients qui partent. Et disons encore une fois, nous avons 100 clients en termes de vitesse de vente. Cela signifie que notre maximum hypothétique en termes de logo ou de nombre de clients que l'entreprise devra soutenir ou entretenir sera d'1 millier de clients. Maintenant, rappelez-vous, si nous avons 1 millier de clients, vous souvenez-vous que nous payons 1 000 $ par mois? Des millions de dollars par mois. Ces calculs fonctionnent ensemble. Cela me dit combien d'argent allons-nous gagner lorsque nous serons à notre maximum hypothétique, et cela me dit combien de clients devront nous servir à notre maximum hypothétique. Nous arrivons et je dirais, eh bien, mec, en ce moment, vous avez l'infrastructure nécessaire pour conserver 2000 clients. Mais on va être à 1000, il va falloir regarder les effectifs, ce qui est nul. D'un autre côté, si nous avons 500 clients, nous en faisons 500 000 par mois, et je sais que nous allons arriver à 1000, je pourrais dire, comment pourrions-nous évoluer et nous assurer de ne pas le faire? Faites une pause en route vers 1000 car nous y arriverons dans X mois. Cela fait 6 et 7, et maintenant nous allons passer au bonus numéro 8, le bonus secret, qui regroupe tout cela. Cette équation est vraiment liée à l'ampleur de l'opportunité. Donc TAM n'est qu'un mot sophistiqué pour désigner un marché total ajustable. Quel est le nombre de personnes que je pourrais potentiellement vendre? Ainsi, lorsque j'analyse une opportunité,
c'est le nombre d'unités potentielles multiplié par le bénéfice brut à vie divisé par le risque. Et donc en fin de compte, quelle taille d'entreprise est-ce que je pense que cela pourrait être en fin de compte? Si nous servons des mamans végétaliennes de 3 enfants qui aiment la dynamophilie, il n'y en aura peut-être que 50 000. Et donc je vais vendre 50 000 unités potentielles. Cela suppose que nous obtenons 100% du marché pour acheter. Ce n'est peut-être pas vrai, mais ce serait ici. C'est quoi? Combien d'unités pourrions-nous potentiellement vendre? Le bénéfice brut à vie est, eh bien, combien gagnons-nous avec toutes ces personnes? Cela nous donnerait une idée de l'ampleur de l'opportunité. C'est toutes les bonnes choses. La grande question est, quelle est la probabilité que cela se produise? Le risque a des millions de catégories, cela dépasse donc le cadre de cette vidéo. Mais est-ce que je pense qu'il y a une tendance? Y aura-t-il plus de mamans végétaliennes pratiquant la dynamophilie à l'avenir? Ou y aura-t-il moins de mamans végétaliennes pratiquant la dynamophilie à l'avenir? Ainsi, par exemple, en ce moment, je regarde des trucs sur la fertilité. Des tonnes de personnes ont des problèmes de fertilité. Je pense que ce sera un marché en plein essor à l'avenir. Donc, quelque chose qui dessert tout ce qui concerne la fertilité aura probablement de gros vents arrière derrière lui. Vous pouvez appliquer un risque à chacun d'eux. Donc, en vendant des unités potentielles, d'accord, la façon dont nous acquérons des clients est-elle vraiment risquée? Y aura-t-il des plateformes qui vont changer? Devons-nous espérer que cette méthode pour attirer des clients soit durable? Y a-t-il un risque d'homme clé? Y a-t-il quelqu'un qui est en charge de ce département et qui, s'il partait, serait foutu? Tous ces facteurs sont du risque et de probabilité que cela se produise dans le futur. Du point de vue de la prospérité brute à vie, existe-t-il d'autres concurrents qui pourraient venir nous concurrencer? Quelle est la force de notre position sur le marché? Avons-nous un meilleur produit capable de supporter une prime? Pouvons-nous réaliser des économies d'échelle ou y a-t-il une diminution des marges qui peut parfois se produire à grande échelle? Ce sont donc tous des risques qui pourraient affecter notre bénéfice brut par client à long terme. Certaines personnes pourraient penser, d'accord, quelle est l'importance du TAM? C'est extrêmement important, mais la capacité de l'évaluer est très limitée. C'est l'un de ceux importants et inconnus, dont Charlie Munger et Warren Buffett parlent beaucoup, c'est-à-dire que vous avez des choses qui sont connaissables et inconnaissables et sans importance et importantes. Et nous voulons simplement nous concentrer sur ce qui est connu et important. L'économie et les taux d'intérêt, très importants. Est-ce connaissable? Non, donc il n'essaie pas de le prédire. Avec TAM, je le vois en quelque sorte comme très important, mais inconnaissable, et voici pourquoi. Le nombre d'entreprises qui démarrent avec une niche. Puis développer et redéfinir leurs clients, redéfinir leur avatar. La plupart des entreprises l'ont fait, en particulier les plus grandes. Amazon a commencé comme une librairie. Maintenant, c'est un magasin de tout. Facebook a commencé comme un réseau social pour les collégiens, puis est devenu le réseau social tout en un. Et tant d'exemples énormes commencent petits parce qu'ils veulent définir précisément un problème pour un avatar spécifique et s'étendent au fil du temps. Mais le point principal de celui-ci est de savoir à quel niveau de risque suis-je exposé et qui est connaissable? Qui, je pense, pourrait potentiellement empêcher cette équation de fonctionner à l'avenir. Lorsque vous prenez les 7 premiers et que vous les branchez à ce cadre pour évaluer la valeur ou l'ampleur potentielle de celle-ci, vous disposez alors d'un très bon cadre pour analyser une entreprise vous-même ou d'autres dans laquelle investir potentiellement, ou dire, je suis un nom sur celui-ci. Et en passant, si vous n'avez pas quelque chose comme ça, je vous recommande de simplement créer une feuille Excel qui suit automatiquement vos chiffres chaque mois, car vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Encouragez-nous et laissant un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.